Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Jean-Paul Brett. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire socialiste de Villeurbanne et aujourd'hui vous venez d'annoncer que vous étiez prêt à accueillir des migrants. C'est finalement une voie presque détonnante dans un monde politique où on parle beaucoup du refus d'accueillir des migrants, ces fameux migrants qu'on va déplacer de la jungle de Calais aux différentes régions de France. Pourquoi faire ce choix-là et pourquoi le faire savoir ? C'est une voix détonnante si effectivement on la met dans le concert majoritaire que l'on a entendu, notamment de la part des principaux leaders de la droite à ce sujet. Si on la situe dans une continuité historique et dans une histoire, c'est plutôt ordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que certains peuvent se comporter de cette manière, tenir de tels propos, alors que la réalité... Vous faites plutôt référence à Laurent Wauquiez ? Par exemple. Président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est particulièrement distingué sur ce plan-là, il faut le reconnaître. Il n'est pas seul, mais c'est peut-être un de ceux qui a utilisé un langage le plus hystérique et le plus excessif par rapport à cela. Mais je reviens à mon propos, c'est quelque chose d'assez ordinaire dans une ville comme Villeurbanne, et même plus largement dans l'agglomération lyonnaise. L'accueil de réfugiés existe depuis longtemps. Il y a des gens d'ailleurs qui ne savent pas qu'il y a des réfugiés à Villeurbanne. On a à la fois un centre de transit, on a un CADA qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, en tout cas plusieurs années, plus de 10 ans. Et je veux dire, ils font leur travail et ça n'entraîne pas dans la vie de Villeurbanne des conséquences d'ailleurs très visibles d'ailleurs, d'une manière générale. Et donc quand on voit... Et vous, 50 migrants sur une population de 150 000 habitants. Oui, et puis surtout avec un CADA dans lequel il y a un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile qui a 150 places, un centre de transit qui en a aussi un certain nombre. Et cela, je veux dire, depuis des dizaines d'années, fonctionne dans la régularité. Donc aujourd'hui... en avoir 250 au niveau du département, puisque c'est le chiffre ramené après au niveau du département, un peu plus de... Ça doit être 1800 sur la 1800 région. sur Rhône-Alpes, 250 au niveau du Rhône. Disait Olivier Brachet à votre antenne, ou en tout cas sur votre journal, c'est quelque chose qui est... c'est peu de choses. Pour vous, c'est facilement soluble. C'est facilement soluble, et ça ne doit en aucun cas susciter une espèce d'hystérisation de la vie politique en voyant la gauche, la droite, puis avec cette espèce cette volonté de vouloir faire peur, et notamment dans la ruralité. Donc les campagnes seraient par nature égoïstes, et les grandes villes, et en particulier les villes de gauche, seraient accueillantes. Non, c'est pas comme ça, et je crois que c'est un problème qui doit se traiter avec responsabilité. Et la responsabilité, c'est de dire que ces chiffres-là, c'est peu de choses par rapport à notre population, par rapport au nombre de communes en France, par rapport au nombre déjà de réfugiés qui sont présents dans notre vie, qui sont traités, si l'on peut dire, entre guillemets, depuis de nombreuses années. Au-delà des postures, il y a une question qui peut se poser, c'est la pertinence du choix de déplacer les migrants de Calais dans les différentes régions. Accueillir à Villeurbanne des gens qui veulent aller en Angleterre, est-ce qu'il y a une vraie logique à ça ? Oui, mais là encore, il faut regarder les chiffres. C'était pas M. Wauquiez, mais c'est un candidat à la présidence de la République, par ailleurs ancien président de la République, vous voyez de qui je parle, qui donnait des chiffres extraordinairement faux, en disant... Il y aurait 38% des migrants qui veulent absolument aller en Angleterre. Voilà, et quand on regarde, j'ai vu les réponses des gens de Forum Réfugiés, ou en tout cas des gens qui travaillent au commissariat aux réfugiés, on s'aperçoit qu'il y en a 60 à 70% qui peuvent rentrer dans un statut de réfugié politique. Donc certes, ces personnes veulent aller en Angleterre, bien sûr, s'ils sont là-bas. Ils le sont d'ailleurs en général avec des parcours qui ont été très longs, très difficiles, ce qui explique cette surdétermination, en quelque sorte, à aller en Angleterre. Mais ensuite, si des possibilités peuvent être faites dans un parcours d'intégration, d'abord d'accueil de statut de réfugié politique... Vous pourrez leur trouver un travail ? Mais après, si vous voulez, c'est là qu'on fantasme beaucoup. C'est que ces gens-là, ils viennent à Villeurbanne pendant un certain temps, dans les différents centres, puis ensuite, ils rentrent dans la société française. Il y en a certains qui retournent chez eux, d'ailleurs. Il ne faut pas non plus dire que 100% se fait d'intégration, mais il y en a un certain nombre qui vont rentrer dans un parcours de demandeurs d'asile qui peut aboutir d'ici quelques années à une situation, à des emplois qui leur sont proposés. Et tout cela ne reste pas à l'endroit où ils sont accueillis dans un premier temps. Ensuite, ils diffusent en quelque sorte dans la société française, à travers l'emploi, à travers le logement. Donc croire qu'ils restent à l'endroit où ils arrivent,
D'ailleurs, un des gros problèmes des CADA, depuis de nombreuses années, en dehors de la situation dont on parle, c'était qu'il faut trouver d'autres CADA un peu plus répartis sur le territoire national où on envoie les gens. Vendredi, dans une interview sur Lyon Capital, Olivier Brachet, donc, qui a dirigé Forum Réfugiés, qui a aussi été vice-président de la métropole de Lyon, disait que le silence de Gérard Collomb était au moins aussi assourdissant que le refus de Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est une position que vous partagez avec Olivier Brachet ? Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer sur la parole ou le silence des autres. Moi je sais que devant de tels propos, je ne peux pas rester silencieux. Voilà, pour ce qui me concerne. C'est-à-dire les propos d'Olivier Brachet ? Ah, de Laurent Wauquiez. Voilà. Et que ma responsabilité politique, même je dirais ma sensibilité de citoyen par rapport à des situations comme ça, renforcée sans doute aussi par l'histoire de Villeurbanne, qui est une ville d'accueil où il y a toujours eu des migrants qui ont participé à l'histoire de cette ville, font que quand j'ai vu de tels propos, il me semble que ma conscience, même d'une certaine manière, renforcée par ce que je suis et ce que je fais en matière de politique dans cette ville, font que je suis amené à réagir. Voilà. On arrive à la fin de cet entretien sur TLM et on se retrouve sur Lyon Capital pour évoquer la suite et notamment l'armement de la police municipale à Villeurbanne. Mais on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. Au revoir. De retour cette fois-ci sur lyoncapital.fr. Donc la nouveauté de la rentrée à Villeurbanne, c'est l'armement de la police municipale. Vous êtes une des dernières grandes villes de France à finalement équiper vos agents municipaux d'armes létales. Pourquoi vous avez changé d'avis ? Et pourquoi ça a pris autant de temps ? Nous avons changé d'avis parce que le contexte a changé. Et autant je continue de revendiquer notre position, d'ailleurs c'était aussi celle de Lyon, il y a seulement moins d'un an, qui était de considérer que la police municipale, dans les tâches qu'elle avait de tranquillité publique et pas de sécurité publique, alors qui sont celles de la police nationale, il n'y avait pas de nécessité de l'armée. Autant aujourd'hui, il faut être aveugle pour voir que le contexte n'a pas changé. Il faut quand même discuter, rencontrer nos concitoyens. Le contexte des attentats, évidemment, il a été pour beaucoup, sinon pour la totalité. Mais quand vous allez aujourd'hui à l'entrée d'une école ou à la sortie d'une école, que vous voyez les parents d'élèves, vous voyez bien comment cette préoccupation de la sécurité, qui n'était pas peu exprimée, les parents d'élèves ou n'importe quel sûr, usager, mais il suffit de pas la police municipale. C'est pas tout à fait remonté de cette manière-là, mais on voit bien que le contexte et la nécessité de la sécurité, elle est aujourd'hui très très forte et qu'elle n'est pas ce qu'elle était il y a 3 ans avant, disons avant le début de la vague d'attentats. Donc à partir de là, le contexte change. Les missions de la police municipale, qui étaient surtout des missions de tranquillité publique, deviennent aujourd'hui des missions de sécurité publique, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'elles ressemblent un peu plus à celles de la police nationale. Ce sont souvent eux qui sont appelés les premiers quand il y a un problème, ou en tout cas qui sont appelés les premiers. Souvent, ils sont amenés ensuite à prévenir la police nationale. Donc, ils ont été désignés quand même explicitement comme cible sur les réseaux terroristes. Il y a eu des policiers municipaux qui ont été tués, même s'ils étaient armés et que ce n'est pas l'arme qui en soi les protège d'un attentat. Donc aujourd'hui, il faut quand même voir que les policiers municipaux étaient très demandeurs de quelque chose comme cela. Nous avons non pas résisté, mais nous avons discuté avec eux dans un dialogue, expliqué pourquoi on pouvait peut-être en quelque sorte non pas attendre, mais on a eu d'abord des armes intermédiaires, si vous voulez, comme les tasers, les gilets pare-balles depuis longtemps. Mais là, je pense que cette tâche de sécurité publique qui est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont souvent les premiers sur les lieux, qui sont à être anticipateurs, quand ils sont à la sortie d'une école avec la police nationale et avec des militaires, ils ont la même fonction de sécurité publique. Donc je crois que c'est ce qui explique cette évolution. Donc c'est effectivement un changement d'avis, mais c'est un changement d'avis, excusez-moi de parler comme ça, mais d'intelligence par rapport à un contexte qui a profondément changé. Est-ce que le contexte local peut aussi jouer ? On sait que les maires peuvent obtenir de l'État le nombre de personnes fichées S, l'identité des fichiers S sur leur commune. Est-ce que vous avez fait ces démarches ? Non, je crois qu'il ne faut pas fonctionner comme ça, parce que là aussi, il y a beaucoup de fantasmes sur les Vous ne voulez pas savoir ? Je ne dis pas que je ne veux pas savoir, mais je dis que ça ne doit pas être un préalable à l'action municipale. Par exemple, demander, comme l'a fait M. Wauquiez, demander à ce qu'on leur communique les noms pour quand ils embauchent des gens, là aussi, c'est hystériser le débat public. Et vous savez par exemple combien vous avez de personnes fichées sur votre commune ? Absolument pas. On peut, au niveau des... Enfin, si vous voulez, au niveau de la direction de la prévention et de la sécurité, il y a des échanges avec la police nationale. Si un cas se présente, évidemment qu'il y a un échange d'informations.
mais je ne suis pas là à demander est-ce que c'est, non pas ces statistiques, mais le nom des personnes. En plus, avec la notion de fichier S, c'est quand même une notion qui est complexe, et que d'un seul coup, maintenant, fichier S, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Par exemple, il y en a un certain nombre de personnes qui sont fichées parce que les parents, dans une famille, ont considéré que leur fils ou leur fille, et c'est eux-mêmes qui sont allés dire ça à la police. Donc quand certains demandent de les incarcérer tout de suite, vous voyez, après, si vous les incarcérez tout de suite, vous croyez qu'ensuite les familles vont aller signaler un phénomène comme cela. Donc voilà, ça a une réalité différente, et puis c'est à la justice ensuite de faire son travail si besoin est, et de prévenir les services de renseignement. Mais de savoir préalablement et mettre ça en quelque sorte en préalable de tout ce que nous faisons, ça n'a pas de sens. On est en année électorale. La gauche est souvent accusée, et ça revient sur ce quinquennat, de laxisme. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez armé votre police municipale en vous disant que ça pourrait aider Najat Vallaud-Belkacem, qui sera candidate à Villeurbanne ? Non, pas du tout. Je veux dire, on travaille sans avoir des préoccupations aussi étroitement électoralistes. Simplement, d'abord, c'est un faux procès de penser que la gauche a été plus laxiste. Et si on regarde l'ancien quinquennat et celui-là, la plupart des mesures aujourd'hui qui ont été prises à travers 2 lois successives ont été des mesures qui ont été à l'initiative de la gauche, de François Hollande et du ministre de l'Intérieur, ou des ministres de l'Intérieur même. Donc cette espèce de rengaine sur la gauche laxiste, ça n'a pas de réalité. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de votre parti politique, le PS, qu'on n'a probablement jamais vu aussi divisé, devant une échéance qu'il n'a jamais aussi mal abordée, en mauvaise posture ? Je ne sais pas si on peut dire jamais. Dans le passé, il y a eu des moments difficiles. Moi qui ai un peu d'expérience politique, j'ai connu des moments pas très faciles. C'est vrai que celui-là en fait partie, incontestablement. Un président à 15%. Incontestablement. Après, je pense que l'élection avançant, j'espère que les Français auront un jugement qui est plus nuancé, surtout quand on voit aujourd'hui la formidable régression dans tous les domaines que nous propose la totalité des candidats de droite, sur le plan social notamment. Peut-être que ça va amener à s'interroger un peu et à revaloriser un petit peu ce qu'a été le bilan de ces années Hollande, qui ne sont pas effectivement exemptes d'erreurs ou dans la façon de prendre les choses. Sinon, nous n'en serions pas tout à fait là en termes d'intention. Mais en même temps, je pense que ça donne aussi un peu de sagesse et de raison, surtout quand on se compare aux autres. Il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le veulent faire. Le PS lyonnais semble être en marche derrière Emmanuel Macron. Il y a eu un événement organisé récemment. On a vu Gérard Collomb, on a vu David Kimmelfeld, le premier secrétaire départemental. On a vu Jean-Louis Touraine, on a vu pas mal d'élus socialistes. Est-ce que ça vous gêne, vous, de voir finalement le PS lyonnais rouler pour le candidat qu'on annonce dissident ? Je pense qu'il faudrait relativiser ce qu'on appelle le PS lyonnais. Déjà, si on parle de le PS de la Fédération du Rhône du Parti Socialiste, par exemple, il y a Villeurbanne en fait partie, d'autres villes aussi en font partie, Vaux-en-Velin, Saint-Fond, Bron. Donc je crois qu'il faut faire attention à ces effets globalisants en disant que le PS lyonnais est derrière Macron. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas atteint de macronite, comme certains le disent. Donc je pense que, quelles que soient les qualités du personnage, il est loin de représenter aujourd'hui... Qu'est-ce que vous lui reprochez ? D'avoir trahi ? Il y a 2 choses qui dans l'attitude, me gênent un peu. Il y a effectivement le fait d'avoir été quand même le produit et d'un président de la République, et ensuite, à travers les postes successifs, Oui, je trouve qu'il y a un manque de loyauté. Manque de loyauté, qui est un manque de loyauté, en plus, qui est lié à une ambition personnelle. Bien. Donc dans l'attitude, c'est quelque chose que je n'aime pas. Il faut aller un petit peu plus loin, parce que ça arrive en politique que quelquefois on se retourne contre ceux qui vous ont généré. Mais sur les idées elles-mêmes, excusez-moi, je trouve que c'est sans doute un bon analyste de la vie politique. Comme je dis, il ferait un excellent directeur de Sciences Po. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels on a peine à entendre un vrai discours différent. L'écart, le libéralisme, le fait d'être ni de gauche ni de droite, ça ne suffit pas à créer une orientation politique. Non, je trouve que c'est très léger. Et contrairement
à Gérard Collomb, par exemple, qui le soutient beaucoup, qui est quelqu'un qui s'est fait dans la vie politique, qui a eu une vie politique dense, avec des échecs, des succès, bon, qui insiste très souvent sur l'ancrage local. Avec Emmanuel Macron, on a un pur produit du système qui dénonce par ailleurs, c'est un peu paradoxal d'avoir un énarque, un normalien supérieur, un banquier qui d'un seul coup existe à travers une dénonciation du système. Donc je trouve que ça ne suffit pas à faire un profil pour candidater valablement à une élection comme l'élection présidentielle. Et quand vous, en tant que socialiste, vous voyez David Kimmelfeld, donc le premier des socialistes du Rhône, soutenir Emmanuel Macron, ça vous pose un problème? Il y aura un moment qui sera incontestablement un moment de vérité. Si Macron allait jusqu'au bout avec une candidature, on peut difficilement envisager quand même que le Parti socialiste qui aura désigné un candidat à l'issue de la primaire puisse devenir en marche en quelque sorte. Et il faudra choisir. Je pense que, et pour quelqu'un qui est le premier général du Parti socialiste, cette difficulté à être d'un côté ou de l'autre, elle se posera cette fois-ci d'une manière aiguë. Et donc, comme je le dis, paradoxalement, on vient un peu à Villeurbanne, puisque nous formons un groupe autonome à la métropole. Ça sera finalement le groupe La Métropole Autrement qui deviendra le groupe socialiste. Donc finalement, vous qu'on présentait comme un dissident, vous serez le loyaliste. Bon, on ne me présente pas comme un dissident, moi j'ai pas l'impression d'être un dissident, mais je pense au contraire. Puis je pense séparatiste. Au niveau des... Ah oui, enfin, pas tout à fait ça quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau des militants, la macronite est beaucoup plus faible que la façon dont elle la présente. Je n'aime pas trop utiliser ces expressions-là, mais en tout cas, je veux dire, nous sommes socialistes et aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, je pense que cette fidélité à ce que nous sommes est quand même quelque chose de fondamental. Merci beaucoup Jean-Paul Brown d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. Au revoir.